Je m'appelle Rick. À l'époque du lycée et de l'université, la plupart des gens qui me rencontrent avaient l'impression que j'étais fou d'informatique. Je ne suis pas un mauvais garçon en termes de physique, mais certainement pas le plus beau non plus. Je mesure 1,83 m, pèse environ 70 kg et ai des cheveux châtain clair. Je sortais avec des filles. Je ne me souviens pas d'un moment où je n'étais pas intéressé par les ordinateurs, les logiciels et les jeux vidéo. Tous ceux qui avaient des problèmes avec leur ordinateur savaient vers qui se tourner, et c'était vers moi. C'est exactement de cette manière que j'ai rencontré Karen, celle qui allait devenir mon épouse. Tout a commencé il y a 7 ans, lorsque nous étions étudiants à l'université du Wisconsin. Elle était en section des études juridiques et moi, bien sûr, en section d'informatique. Karen aspirait à devenir avocate d'entreprise tandis que je souhaitais approfondir mes connaissances sur les ordinateurs et les programmes. Elle avait du mal à comprendre son système informatique et s'est alors adressée à l'un des professeurs du département d'informatique, qui l'a orientée vers moi. Grâce à mon aide, elle a pu comprendre son système et est devenue extrêmement efficace dans tous les types de travail sur ordinateur. De plus, au fil du temps, nous sommes devenus amis et avons passé beaucoup de temps ensemble. Maintenant, je devrais vous parler de Karen. Elle est très séduisante, blonde, mesure 1,62 m et a une très belle silhouette. En fait, elle est très attrayante. Elle a aussi une excellente personnalité et semble bien s'entendre avec tout le monde qu'elle rencontre. Il est très facile de l'aimer et je l'apprécie beaucoup. En fait, en très peu de temps, je suis tombé éperdument amoureux d'elle. Elle est tout ce que la plupart des hommes pourraient jamais désirer et certainement plus que ce à quoi je m'attendais à trouver. Mais le fait est que je l'ai trouvée. Elle a pris le temps de me connaître et est également tombée amoureuse de moi. Mise à jour, après 2 années d'études, Karen a réalisé qu'elle n'atteindrait pas son objectif de devenir avocate. Cependant, elle était toujours intéressée par le travail juridique. De ce fait, elle a postulé pour des emplois de secrétaire juridique. Elle a finalement été embauchée par l'une des principales sociétés de courtage et elle s'est immédiatement bien intégrée dans son travail. En moins de 2 mois, nous nous sommes mariés. Elle a continué à travailler et à nous soutenir pendant que je terminais mes études. Grâce à son travail acharné, son dévouement et son amabilité au cours des 5 dernières années, elle a gravi les échelons et a été transférée au siège de Chicago pour être l'assistante du responsable du département juridique de la firme. Pour ma part, j'ai obtenu mon diplôme en informatique et j'ai décidé que je pourrais très bien gagner ma vie en écrivant des programmes de jeux informatiques. J'ai donc créé ma propre entreprise. Au cours des dernières années, j'ai écrit de nombreux jeux informatiques très populaires que vous ou vos enfants reconnaîtraient certainement. Ainsi, j'ai gagné beaucoup d'argent et je n'ai vraiment plus besoin de travailler très dur désormais. Nous avons donc déménagé à Highland Park, une banlieue de Chicago, située le long du lac Michigan, car nous réussissions tous les deux très bien dans notre travail. Karen et moi avons construit une vie très confortable ensemble. Nous travaillons tous les deux parce que nous aimons cela, pas parce que nous y sommes contraints. Afin d'éviter de devenir fou à cause d'un manque d'activité, j'ai discrètement lancé une autre entreprise à Milwaukee. Elle concerne la recherche de fraudes liées aux logiciels informatiques et se nomme CSFI INC. Il me faut environ 1 heure de trajet pour m'y rendre. Grâce à quelques contacts discrets à l'Institut de technologie informatique, j'ai commencé avec une petite liste de clients. Cette liste a continué de croître grâce à la publicité de bouche à oreille. Actuellement, CSFI INC compte environ 150 clients et peut à tout moment travailler sur 5 ou 6 projets. Les entreprises qui utilisent nos services sont extrêmement satisfaites du travail que nous accomplissons et les bénéfices sont très lucratifs. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3 millions de dollars l'année dernière. J'ai recruté une directrice de bureau très compétente, Kerry, en contrat avec une douzaine ou plus de technophiles, comme moi, pour mener la majorité des enquêtes. Nous les faisons tourner sur les projets afin qu'ils ne deviennent pas trop familiers pour le client. Les seuls véritables employés de l'entreprise sont Kerry et moi-même, et les enquêteurs sont chacun rémunérés par un pourcentage du prix des projets qu'ils réalisent pour moi. Avec l'énorme quantité de bénéfices générés dans l'industrie du logiciel, le besoin de confidentialité et de secret est assez extrême. Donc, j'ai toujours maintenu un certain niveau d'anonymat. En réalité, personne au sein de l'entreprise ne me connaît, même pas Kerry. C'est parce que je porte toujours un déguisement pour dissimuler ma véritable identité lorsque je mène une enquête et parce que je souhaite garder ma participation secrète. C'est dans un tel déguisement que j'ai engagé Kerry. Au fil des années, j'ai développé une certaine habileté à concevoir de nouveaux déguisements pour tromper tout le monde. Quand je mène une enquête, je suis rémunéré de la même manière que le reste du personnel d'investigation.
sauf que ma paie est versée dans un compte distinct que j'ai établi sous un nom d'emprunt. Comme je l'ai mentionné, la plupart des enquêtes sont menées par mon équipe sous contrat. Cependant, à peu près une fois par trimestre, j'assume l'un des rôles moi-même pour le plaisir. Kerry n'est pas au courant de l'existence de CSFI. Par conséquent, j'ai recours au prétexte de devoir me rendre à Milwaukee pour rencontrer mon distributeur de jeux. Ainsi, je peux m'éclipser pendant quelques jours pour conduire l'enquête. En réalité, toutes mes activités de jeux informatiques se font par Internet. Pour CFSI, INC, bien que je conduise jusqu'à l'appartement de l'entreprise à Milwaukee, je gare ma BMW dans le garage et je revais mes déguisants. Ensuite, je prends une voiture de l'entreprise, actuellement une Buick, pour me rendre au bureau afin de récupérer les matériaux pour l'enquête et aller où je dois me rendre pour réaliser le travail. Parfois, c'est local mais parfois c'est à New York ou à Seale ou autre part. Je termine le travail et retourne à Milwaukee. Je fais le processus inverse et rentre chez moi. Vous pensez probablement qu'étant donné tous ces voyages que j'effectue, je suis un séducteur, saisissant chaque occasion pour sortir avec des femmes et tromper mon épouse. Cependant, rien n'est plus éloigné de la vérité. J'aime mon épouse au-delà de ma propre capacité de compréhension et je ne ferai jamais rien susceptible de lui causer du tort ou de nuire à notre mariage. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant pour Karen, c'est la raison pour laquelle j'écris cette histoire. J'ai personnellement mené une enquête pour le compte de Marcos Software, afin de déterminer si l'un de leurs programmeurs vendait du code source à un concurrent. Jeff Marcos a conçu un programme pour suivre les transactions en titres financiers. Pensant que cela me donnerait un aperçu du travail que Karen effectue, j'ai décidé de prendre moi-même cette enquête en main. L'entreprise est située à Oak Brook, une autre banlieue de Chicago. J'ai pensé qu'il pourrait être amusant de visiter certains restaurants et clubs de mon quartier tout en étant déguisé. Qui sait, peut-être y rencontrerai-je des amis avec qui je pourrais jouer. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre ni sur quoi j'enquêterais. Cependant, j'avais toutes les informations nécessaires fournies par Carrie, ma responsable de bureau. Je me suis donc installé à l'hôtel Drake à Oak Brook, qui se trouve à seulement quelques minutes en voiture de Marcos Software. Je suis arrivé chez Marcos et après une courte attente, j'ai été accueilli par Jeff Marcos. Il était grand, brun et beau, une copie du modèle traditionnel d'un homme que les femmes trouveraient attirant. Jeff était également très sociable et sympathique et dégageait une présence qui me mettait à l'aise. Je me suis vraiment pris à apprécier cet homme. Il m'a invité dans son bureau et m'a parlé de ce qu'il soupçonnait et comment il pensait que je devrais mener l'enquête. Il m'a fourni tout ce dont j'avais besoin directement dans son bureau et a dit à tout son personnel que j'étais un chef de projet spéciaux chez l'un de leurs clients, là pour résoudre les bugs sur l'application du programme avec mon entreprise. Je pensais que ça se passerait assez bien, donc nous avons opté pour cette approche. Mise à jour 1, le deuxième jour, j'ai découvert que les soupçons de Jeff étaient justifiés et que l'un de ses employés, un programmeur nommé Tom, vendait du code source et exactement comment il le faisait. Alors que je rédigeais mon rapport, le téléphone portable de Jeff a commencé à sonner. Il était posé sur son bureau, à côté de moi, et Jeff n'était pas dans la pièce, alors j'ai jeté un coup d'œil dessus. À ma grande surprise, le nom de l'appelant indiquait Karen et le numéro de portable de ma femme. Ma première réaction a été de décrocher le téléphone et de la surprendre, en supposant que, d'une manière ou d'une autre, son entreprise utilisait le logiciel de Jeff et ne serait-elle pas choquée de découvrir que je travaillais ici. Mais bien sûr, si je révélais le secret de CSFI, mon identité aurait été dévoilée. Alors, je suis juste resté là à rire de l'ironie de la situation. Un peu plus tard, Jeff est revenu à son bureau et a rappelé ma femme. Mon rire s'est rapidement transformé en une sensation de cœur brisé et de malaise quand je l'ai entendu dire « Karen, je suis tellement content que tu m'aies appelé. Je me suis beaucoup amusé hier soir. Peux-tu me retrouver à Morton pour dîner à 18h30 ? D'accord, je te verrai là-bas et ensuite nous irons chez toi pour le dessert. Au revoir, jolie dame. » Eh bien, on aurait pu me faire tomber de ma chaise avec une simple plume. J'étais tellement abasourdi que je suis sûr que je devais ressembler à un zombie. Je me sentais comme si mon petit déjeuner allait atterrir sur le bureau devant moi. Mon cœur battait si fort que j'envisageais une crise cardiaque. Je me suis excusé pour aller aux toilettes pour hommes et je suis resté dans la cabine jusqu'à ce que les battements de mon cœur se calment et que je puisse à nouveau réfléchir. Comment Karen a-t-elle pu faire ça ? Je pensais qu'elle m'aimait comme je l'aimais. Mais elle devait rencontrer Jeff de nouveau ce soir, et il avait dit qu'il avait apprécié la nuit dernière. Et les choses qu'il lui avait dites n'étaient pas des choses que l'on dirait à quelqu'un à moins d'avoir eu des rapports sexuels avec cette personne.
Comment cela pourrait-il être possible? Je ne comprenais tout simplement pas. Je n'avais aucune idée, pas la moindre petite indication, que Karen avait été infidèle. Notre vie sexuelle était sensationnelle. Elle ne s'est jamais plainte que je ne répondais pas à ses besoins sexuels, j'étais abasourdi. Je n'arrivais tout simplement pas à comprendre et, pendant tout ce temps, mon cœur se brisait. Comment pouvait-elle me faire ça à moi, qu'elle disait aimer? M'a-t-elle jamais aimé réellement? Que représentait donc mon mariage? Était-ce réel ou n'était-ce qu'une mascarade? Je dois vous dire qu'à ce moment-là, j'ai cru que mon monde allait s'effondrer. Tout ce pourquoi j'avais travaillé était pour nous, Karen et moi, et maintenant je n'étais plus si sûr. Une fois que j'étais suffisamment calme pour ne pas craquer, j'ai décidé que je devais vérifier mes soupçons et ne pas me baser sur les quelques éléments de preuve que j'avais jusque-là. Une fois que j'aurais tous les faits, ou autant de faits que je pourrais rassembler, je mettrai un plan d'action en place. Je suis retourné au bureau avec Jeff et me suis assis pour terminer le projet, afin de pouvoir consacrer les 2 jours suivants à comprendre exactement ce qui se passait. Il m'était d'une difficulté extrême de rester assis là, car je voulais le confronter, mais je savais que ce serait une erreur. Pour aggraver la situation, Jeff arborait un grand sourire sur son visage et s'est excusé auprès de moi pour la manière dont il s'était exprimé en ma présence. Il a dit « Je suis désolé d'avoir tenu ces propos en ta présence, mais cette femme est tellement séduisante. Je l'ai rencontrée il y a quelques semaines dans le bureau de l'un de mes clients. Nous nous sommes bien entendus dès le départ. Sur le moment, je le détestais, mais je pouvais comprendre que Karen l'appréciait, car il était très agréable de discuter avec lui. Il a continué à parler et elle m'a dit que la prochaine fois que son mari, qu'elle appelle le garçon de l'ordinateur, partirait en voyage d'affaires, elle m'appellerait pour que nous nous retrouvions. Eh bien, hier, elle a appelé. Qui pourrait repousser une femme aussi belle qu'elle? J'étais en train de mourir intérieurement, mais j'ai gardé mon sang-froid. Elle m'a confié qu'elle avait épousé le garçon de l'informatique car elle savait qu'il finirait par être riche. Cela lui offrirait une belle vie et elle pourrait toujours courtiser de beaux hommes comme moi, a-t-elle ajouté en riant. Je lui avais demandé si elle l'aimait vraiment. Elle a répondu qu'elle l'aimait, mais qu'elle aimait aussi vivre d'excellentes aventures sexuelles en parallèle. Je ne pouvais pas croire à quel point j'avais recueilli d'informations d'elle ce matin-là, sans qu'elle sache qui j'étais, et sans savoir ce que j'allais faire. Il n'y avait vraiment aucun doute dans mon esprit. C'était bien mon Karen à cause de sa remarque sur « le garçon de l'informatique », et il semblait assez évident qu'elle m'avait trompé avec lui et, apparemment, avec d'autres au cours de notre mariage. J'ai réalisé que je savais beaucoup de choses, mais qu'il me faudrait davantage de preuves avant de mettre un plan en action. J'ai dit à Jeff que je devais m'absenter pour le reste de la journée et que je serais de retour le lendemain matin. Lorsque je suis arrivé à ma voiture, j'ai appelé Karen sur mon téléphone portable. Elle était si douce et aimante, me répétant à quel point je lui manquais. Cela me donnait l'envie de vomir de nouveau, sachant quelle supercherie c'était. Je lui ai demandé quels étaient ses plans pour la journée et elle a répondu qu'elle travaillait toute la journée et qu'elle envisageait peut-être de dîner avec quelques amis. Je lui ai dit qu'il faudrait probablement encore 1 jour ou 2 avant que je ne rentre à la maison et que je l'appellerai plus tard dans la soirée. Elle m'a demandé de ne pas l'appeler, car elle ne savait pas à quelle heure elle rentrerait de sa sortie avec ses amis. En réalité, elle ne souhaitait simplement pas être dérangée pendant qu'elle passait du temps avec Jeff. Je me sentais trahi. Mise à jour 2. J'étais conscient qu'il me fallait la surprendre en pleine tromperie et je savais exactement comment m'y prendre. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un magasin d'électronique. J'y ai acheté 5 des nouvelles mini-caméras de surveillance sans fil et un modem me permettant de garder un œil sur la cuisine, le salon, la salle de séjour, la chambre principale et celle des invités. Je ne savais pas où elle l'emmènerait pour le cacher, mais je voulais que tout soit couvert, où qu'ils aillent. Lorsque je suis rentré, j'ai éteint la caméra de sécurité avec la télécommande. J'ai ensuite garé la voiture dans le garage pour qu'on ne remarque pas la voiture étrange dans l'allée. Puis, je suis entré dans la maison et j'ai rembobiné la cassette pour que mon retour à la maison ne soit pas visible. J'ai installé toutes les caméras de surveillance et j'ai relié leur flux au modem et au magnétoscope que j'avais installé dans mon atelier au sous-sol. Ainsi, je pourrais accéder au flux en ligne et surveiller toute la maison sans que personne ne le sache. Satisfait de mon travail, j'ai quitté la maison. Je suis monté dans ma voiture et j'ai reculé hors de l'allée. J'ai fait le tour du pâté de maison et, passant, j'ai réactivé les caméras de sécurité avec la télécommande. À moins qu'elle ne regarde très attentivement l'enregistrement de sécurité et remarque la coupure temporaire, elle ne saurait jamais qu'il s'est passé quelque chose chez nous et de toute manière, car elle ne regardait jamais les enregistrements. C'était mon rôle.
Une fois tout cela terminé, j'ai commencé à ressentir un peu la faim. Je suis donc allé dans une petite pizzeria près de l'hôtel pour manger. Je n'ai bu que quelques bières, car je voulais rester suffisamment lucide pour surveiller ce qui se passait à la maison. Après le dîner, j'ai conduit jusqu'à l'hôtel. J'ai installé mon ordinateur afin de pouvoir voir ce qui se passait et j'ai attendu. Même après tout ce que j'avais entendu, j'espérais que cela était une grosse erreur, et que ce n'était pas elle, qu'elle n'était pas une trompeuse, et qu'elle n'était pas uniquement là pour le style de vie. Je me sentais si mal que j'ai fini par pleurer. Vers 20 h, j'ai vu sa voiture entrer dans le garage et j'ai pu facilement voir qu'elle était seule. Mon cœur a fait un bond, pensant peut-être que rien n'allait se passer. Mais quelques minutes plus tard, la caméra de sécurité a été éteinte et je ne pouvais plus voir l'allée. J'ai basculé sur la caméra de la cuisine et j'ai vu qu'elle entrait. Elle portait une de mes tenues préférées, une petite robe noire assez échancrée, retenue par de fines bretelles. Je l'aimais dans cette tenue, jusqu'à ce moment précis. Je savais qu'elle ne choisirait jamais cette tenue pour sortir dîner avec des amis. Elle portait cette robe pour séduire un homme, d'habitude c'était moi, mais pas ce soir-là. Et j'ai senti les larmes couler à nouveau sur mon visage lorsque j'ai enfin compris la réalité de la situation. Karen n'était pas celle que je croyais. Je n'ai pas attendu longtemps avant que Jeff n'entre dans la cuisine. Il avait apparemment laissé la porte du garage ouverte et avait garé sa voiture à ma place dans le garage afin que les voisins ne voient pas son véhicule. Dès qu'il est entré dans la cuisine, Karen s'est blottie dans ses bras et lui a donné un baiser tout en lui caressant doucement le dos. Je pouvais voir qu'elle avait des sentiments pour lui. Elle a rompu le baiser et a suggéré « Pourquoi ne pas se retirer dans la chambre ?» Elle a alors pris une bouteille de vin et 2 verres avant de quitter la cuisine. J'ai basculé vers la caméra du salon et je les ai simplement vus passer en route vers les chambres. Je ne sais pas pourquoi, mais je me disais « J'espère qu'au moins elle se limitera à l'inviter dans la chambre d'amis et non pas dans notre lit. » Quelle pensée ridiculement absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce à quoi j'ai pensé. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Lorsque j'ai basculé sur la caméra de la chambre d'amis, il n'y avait rien, donc j'ai changé vers celle de notre chambre. Ils étaient assis sur le lit, en train de s'embrasser. Karen a ouvert la bouteille de vin et a versé un verre pour chacun d'eux. « À un bel homme et à du bon sexe », a-t-elle dit. Il a levé son verre. Ils ont fait teinter leur verre et en ont bu environ la moitié du contenu avant de les poser. Jeff s'est levé et Karen a ouvert son pantalon. Je pouvais voir le sourire sur son visage. Je n'arrivais simplement pas à croire que cela se déroulait devant mes yeux et je savais que cela ne me plaisait pas. Je savais également que je ne voulais pas que cela arrive. Si j'avais eu le moindre indice que c'était la première fois, je ne me serais pas trouvé là à observer cela. J'aurais été à la maison en train d'essayer de l'empêcher. Mais tous les indices indiquaient que ce n'était pas la première fois. Alors, à quoi cela aurait-il servi de l'empêcher cette fois-ci? Elle n'aurait fait que recommencer à un autre moment. J'avais besoin de ma preuve, ensuite je trouverais quoi faire. Hélas, tout ce que je ne voulais pas voir arriver s'est produit. Oh Jeff, c'était le meilleur que j'ai jamais eu. La nuit dernière était formidable mais celle-ci était incroyable. J'adore la façon dont tu t'amuses avec moi. Je l'adore tout simplement. Je pourrais ne plus jamais laisser l'informaticien m'évader de nouveau. Ensuite, elle a ri. Peut-on recommencer demain soir? Monsieur Insuffisant ne sera pas à la maison avant encore quelques jours. C'est à ce moment-là que mon cœur s'est brisé. Jusqu'à ce qu'elle dise cela, je pensais qu'elle m'aimait mais souhaitait simplement plus de rapports sexuels que je ne lui en offrais. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de la confronter en pensant qu'elle arrêterait tout cela parce qu'elle m'aimait. Cependant, avec ce commentaire, j'ai compris qu'elle ne m'aimait vraiment pas. Elle n'a pas hésité à me mépriser devant son amant. À cet instant, j'ai compris que notre mariage touchait à sa fin. Je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un qui ne m'aimait pas et ne me respectait pas, peu importe à quel point je l'aimais. Elle ne m'aimait clairement pas et ne me respectait pas du tout. Mon amour est mort. Je ne l'avais pas souhaité. Je n'aurais jamais imaginé que cela pourrait arriver, mais cela s'est produit. J'ai tout éteint. J'avais toutes les preuves dont j'avais besoin et franchement, je ne voulais plus rien voir. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ensuite. Je ne sais pas s'il a passé la nuit ou s'il est parti immédiatement. Je n'avais pas besoin d'en savoir plus. Comment peut-on briser un cœur davantage que le mien ne l'était à ce moment-là? Mon amour était mort, mais je devais encore faire le deuil de sa perte. Tout simplement, je suis allé me coucher et j'ai pleuré jusqu'à l'heure de me lever le lendemain matin. À mon réveil, j'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans le miroir, convaincu d'avance que j'allais passer une mauvaise journée. Mes yeux étaient gonflés.
J'étais en piteux état, mais je savais ce que j'avais à faire aujourd'hui. Après une dernière mise à jour, je réfléchissais à comment mettre fin à notre mariage, et franchement, à comment la détruire comme elle m'avait fait souffrir. Oui, je sais que c'est immature de chercher à se venger, mais je sentais sincèrement que je devais la détruire pour que ma guérison puisse commencer. Je ne nourrissais pas d'animosité majeure à l'égard de Jeff non plus, mais ce ne serait pas juste pour lui de coucher avec la femme d'un autre homme, de briser leur mariage et de s'en tirer sans conséquence. J'aurais ma revanche et je pourrais peut-être ensuite tourner la page. Je suis allé au bureau de Jeff et j'ai mis mon plan à exécution. Cela allait être simple pour moi, le technicien informatique, de faire arriver tout ça. Je ne laisserai aucun indice prouvant que c'était moi qui l'avais fait. Je n'avais vraiment plus aucune envie de lui faire mal physiquement. Je voulais juste obtenir ma revanche et le prix serait élevé pour tous les deux. Lorsque Jeff s'est rendu à la salle de conseil pour une réunion du personnel, j'ai trouvé ses clés. Je me suis ensuite dirigé vers la machine à copier pour créer des doubles, me permettant ainsi d'entrer dans sa maison où il conservait des copies de son code source. J'avais déjà un accès à son système informatique, mais j'ai réussi à pirater ses fichiers de sécurité et à obtenir tous ses mots de passe ainsi que ceux de ses programmeurs. Ensuite, j'ai créé un petit programme de virus qui aurait pour mission d'effacer son code source. Il aurait cherché toutes les copies de son programme sur chaque disque de son réseau, y compris les ordinateurs qu'il avait installés chez lui, chez tous ses clients. Je savais que, en activant ce programme, tous les mots de passe seraient modifiés. Ainsi, personne ne pourrait accéder au système et toutes les copies de son précieux programme seraient définitivement détruites, au même titre que lui. Ensuite, j'ai infiltré l'ordinateur de ma femme sur son lieu de travail et, en utilisant son mot de passe pour accéder au programme de suivi, j'ai transféré 200 000 $ de mon compte d'entreprise sur le compte de Jeff. Puis, j'ai à nouveau transféré cet argent sur un compte que j'avais ouvert à son nom aux îles Caïmans. Après cela, je suis revenu et j'ai négligemment effacé la trace de l'argent. Cela serait difficile, mais je savais qu'un bon analyste serait finalement en mesure de retracer l'argent. Je ne sais pas si Jeff et Karen se sont remis ensemble mercredi soir, mais je suppose que oui. Cela ne m'importait plus vraiment. Jeudi matin, j'ai programmé mon virus pour qu'il s'exécute vendredi matin à 9 h. J'ai remis mon rapport à Jeff concernant le vol du code logiciel et je lui ai annoncé que la CSFI lui facturait mes services. Je savais que ce serait une facture qui ne serait jamais réglée, mais cela ne m'importait pas. Je suis sorti de son bureau avec lui me disant que c'était un plaisir de me connaître. J'étais persuadé que s'il savait ce que j'avais fait, il ne dirait pas cela. Mais j'ai souri, lui ai serré la main et lui ai souhaité bonne chance. Il en aurait besoin. Je suis allé chez lui et je me suis laissé entrer grâce aux clés que j'avais dupliquées. J'ai trouvé toutes les copies archivées de son programme. Je les ai prises avec moi et je suis parti pour Milwaukee. Une fois arrivé dans mon appartement sur place, j'ai allumé un feu dans la cheminée et j'ai détruit toutes les copies. Je désirais me venger de lui, mais mon honneur était également en jeu et je ne projetais pas de bénéficier personnellement de sa programmation. Je suis resté là, ce jeudi soir, attendant que les problèmes débutent. Alors, comment tout ceci s'est-il terminé? Vendredi matin, je suis allé au bureau pour informer Carrie que j'avais terminé le projet et que le logiciel de Marco pouvait être facturé. Elle m'a dit qu'elle s'en occuperait et que mes honoraires seraient transférés sur mon compte. Je suis ensuite rentré à la maison et j'ai trouvé Karen en larmes. Elle m'a dit qu'elle avait été renvoyée, en attente d'une enquête portant sur une fraude en valeurs mobilières qui impliquait un transfert d'argent en dehors de notre compte professionnel. Je faisais semblant d'être surpris, et je lui ai demandé de me donner plus de détails. Elle m'a alors expliqué tout ce qu'elle savait au sujet de cet argent qui avait été transféré à un certain Jeff Marcos. C'était tout ce qu'elle savait. Je lui ai demandé si elle connaissait Jeff Marcos et elle a répondu qu'elle l'avait rencontré au bureau quelques semaines auparavant, mais qu'elle ne le connaissait pas vraiment et ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Au sein du logiciel de Marcos, beaucoup de choses ont choqué les utilisateurs. À 9 h, alors que tout le monde travaillait dur, tout a brusquement cessé de fonctionner. Aucun des programmeurs n'était en mesure d'accéder au système. Jeff ne pouvait pas accéder au système non plus, et les téléphones sonnaient sans interruption car aucun de leurs clients ne pouvait utiliser le programme de suivi. Je n'ai pas pu voir tout cela mais je savais que cela se passait exactement comme je l'avais décrit. Bien sûr, j'ai appris plus tard que Jeff avait renvoyé Tom pour un vol de code source. Après que tout a sombré, il a également accusé Tom pour cela. Eh bien, Tom n'était pas innocent, donc il peut également payer le prix. En tant que programmeur, je suis d'avis que toute personne qui s'attaque au code source mérite d'être sanctionnée.
Ils ont retracé les 200 000 $ jusqu'au compte de Jeff. Celui-ci a nié savoir quoi que ce soit et a mis la faute sur Karen. Elle, à son tour, a nié savoir quoi que ce soit et a accusé Jeff. Durant l'enquête, je suis resté calme jusqu'à ce que Jeff l'ait échappé qu'ils avaient eu une relation sexuelle. Alors, j'ai confronté Karen et elle a tout avoué, pleurant qu'elle était tellement désolée. Elle m'a demandé si je voulais bien lui pardonner. Elle a prétendu que c'était la seule et unique fois qu'elle avait fait quelque chose comme ça. Elle ne l'avait fait cette fois-ci seulement parce qu'elle se sentait très seule avec mon absence qui était plus longue que d'habitude. Je savais que c'était un mensonge, mais je n'ai même pas cherché à le contester. Ce n'était plus important. Jeff a été reconnu coupable de fraude sur les titres. Il a écopé d'une amende de 50 000 $ et a également purgé 6 mois de prison. J'ai entendu dire qu'il avait été libéré au bout de 3 mois pour bonne conduite. Cependant, une fois dehors, il avait tout perdu, son programme et son entreprise n'étaient plus à lui. La dernière chose dont j'étais au courant, c'est qu'il travaillait en tant que programmeur pour l'un de ses concurrents et, ironiquement, Tom travaillait au même endroit. Quant à Karen, elle a été licenciée de son emploi. Je lui ai signifié que je ne pouvais pas tolérer le fait qu'elle m'ait trompé. Alors, je lui ai fait signifier les papiers de divorce. J'ai invoqué la clause d'infidélité de notre contrat de mariage. Souvenez-vous, je suis un mordu d'informatique, et, par conséquent, son départ ne constituait que 10% de notre valeur nette. Pour finir, elle a été condamnée à une amende de 50 000 $ pour fraude aux valeurs mobilières et a reçu une mise à l'épreuve de 3 ans. Elle a eu la chance d'éviter la prison, mais il ne lui restait plus que 150 000 $ pour vivre. Sa part était de 200 000 $. Elle n'a même pas pu acheter une maison convenable dans la région de Chicago avec cette somme. Alors, elle a finalement déménagé à Milwaukee où elle est devenue serveuse dans un bar. Je suis sûr qu'elle s'en sortira, car elle a toujours conservé son physique séduisant. Cependant, elle ne connaîtra plus la belle vie qu'elle avait avec moi. Je souhaite qu'elle se souvienne toujours combien je l'aimais et qu'elle ressente une douleur lorsqu'elle pense à moi. Épilogue: j'ai vendu la maison à Highland Park et emménagé dans un appartement à Milwaukee. Il me restait encore 1,8 million de $ de nos fonds communs et un autre 1,2 million de $ sur le compte de la CSFI, INC. J'ai donc décidé qu'il était temps que je profite de ma richesse pour faire du changement. J'ai vendu l'entreprise pour 4 millions de $ supplémentaires et j'ai su qu'il était temps que Carrie rencontre son véritable patron. Elle a dit qu'elle savait que c'était moi tout le temps, peu importe le déguisement que j'utilisais. Il faut aimer cette femme. Et je l'aime, souvent et bien. Et elle apprécie cela en moi. Ni l'un ni l'autre ne travaille à temps plein désormais. Nous profitons simplement des fruits de notre travail. Nous nous sommes mariés peu de temps après la finalisation de mon divorce et nous attendons notre premier enfant pour ce décembre à venir. Quand je ressens le besoin de travailler intensément, je me mets à programmer. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.